composante VY. Donc on connaît X de T, Y de T et Z de T. Oui, donc si on connaît X de T, Y de T, Z de T, on peut déduire les composantes du vecteur vitesse qui sont Vx, Vy et Vz. Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Et Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Voilà. Une fois qu'on a obtenu le vecteur vitesse, on peut déduire le vecteur accélération. On sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée ou la différentielle du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on va avoir les composantes AX, AY et AZ du vecteur vitesse. AX, ce sera la dérivée de Vx par rapport au temps. AY, ce sera la dérivée de Vy par rapport au temps. Et AZ, ce sera la dérivée de Vz par rapport au temps. Et comme déjà Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps, donc AY, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on va dériver x de t, on le dérive deux fois. La première fois pour avoir Vx et la deuxième fois pour avoir AX. Et ainsi de suite. Donc pour AY, ce sera la dérivée seconde, c'est-à-dire dérivée deux fois y par rapport au temps. AZ, ce sera la dérivée seconde de z par rapport au temps. Alors, inversement, maintenant, si au lieu de connaître le vecteur position au départ, on connaît l'accélération, comment on va déduire la vitesse et comment on va déduire la position? Alors, si on connaît les composants de l'accélération, c'est-à-dire qu'on connaît AX, AY, alors, on a l'intention, on ne pouvait pas contrôler, on n'a pas agité, on n'avait pas cessé d'annoter. Voilà, donc, si on connaît AX, AY et AZ, c'est-à-dire les dérivés, les composantes de l'accélération, eh bien, on peut déduire la vitesse et ensuite déduire la position à condition, donc il suffit de connaître la vitesse et la position à un instant et donné. Voilà. Alors, on explique. Donc, on a vu que l'accélération, AX, c'est dVx sur dt, AY, c'est dVy sur dt, et AZ, c'est dVz sur dt. Cela veut dire que on va avoir dVx égale AX dt, et donc, la somme des dVx, ça va être les delta Vx, ce sera la somme de T1 à T2 de AX dt. Voilà. Donc, Vx de T2 moins Vx de T1, c'est la somme, donc l'intégrale, c'est une somme. Hein, c'est l'opération inverse de la dérivée. Donc, delta Vx, Vx de T2 moins Vx de T1 va être égal à la somme de AX dt, c'est-à-dire l'intégrale de AX dt entre les instants T1 et T2. Même chose pour AY. AY, c'est dVy sur dt. Ça veut dire que dVy va être égal à AY dt. Et quand on va faire la somme, on va avoir delta Vy égale Vy de T2 moins Vy de T1 qui va être égal à l'intégrale de AY dt entre les instants T1 et T2. Même chose pour AZ. Donc, on connaît AZ, on peut en déduire Vz de T2 moins Vz de T1. Intégrale de T1 à T2 de AZ dt. Alors, ces relations sont valables quel que soit l'instant T2. Donc, c'est quel que soit l'instant T2, c'est-à-dire qu'on va l'appeler T, c'est pas la peine de l'appeler T2. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir, donc si je prends T2 égale T, hein,
et je tire Vx de t là, je vais avoir Vx de t égale Vx de t1 plus la somme de t1 à t de ax dt. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc voilà comment on va déterminer les composantes du vecteur vitesse à un instant donné, n'importe lequel, à condition de connaître Vx, Vy et Vz pour un instant donné. T1, c'est un instant donné pour lequel les valeurs de la vitesse sont connues. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez suivi? Oui. Hein, ça, c'est bon. Donc, vous voyez que si je connais AX, AY et AZ, je peux en déduire Vx de t, Vy de t, Vz de t pour n'importe quel temps. Il suffit d'avoir Vx, Vy et Vz pour un temps donné. Si j'ai Vx, Vy et Vz pour un temps t1 donné, je peux en déduire la vitesse pour n'importe quel temps. Les composantes de la vitesse pour n'importe quel temps. Et on va faire la même chose pour passer, donc une fois que j'ai la vitesse, je peux passer à la position. Et donc de manière analogue, on peut déterminer la position du mobile à un instant t, connaissant la position du mobile à un instant t1. C'est-à-dire que je connais x de t1, y de t1 et z de t1. Et donc, même chose ici, comment je passe des composantes Vx, Vy et Vz à donc delta x, delta y et delta z entre deux instants t1 et t2. Donc, vous voyez, c'est les mêmes relations qu'on a. Delta x, c'est x de t2 moins x de t1, c'est-à-dire c'est la somme de Vx dt entre les instants t1 et t2. Delta y, c'est y de t2 moins y de t1, c'est égal à la somme des Vy dt entre les instants t1 et t2. Et même chose pour delta z, c'est z de t2 moins z de t1, c'est la somme des Vz entre t1 et t2. Bon, ça a l'air compliqué parce que là, on a écrit le cas général où le mouvement est complètement dans l'espace, c'est-à-dire les variables x, y et z sont variables et interviennent les trois en même temps. Maintenant, si, donc voilà, donc on déduit x, y et z. Maintenant, dans le cas général, on ne prend pas un mouvement complètement dans l'espace, surtout pour nous en première année, on va prendre uniquement un mouvement plan. Et quand le mouvement se fait dans un plan, on n'a pas les trois coordonnées qui interviennent, on n'en a que deux. En général, on prend les coordonnées x et y. Ça veut dire que si le mouvement est plan, eh bien, on va prendre le plan du mouvement, ça va être le plan, par exemple, x ou y. Et si le plan du mouvement, c'est le plan x ou y, ou un plan qui est parallèle, on aura uniquement x et y qui vont intervenir, et z va être soit égal à 0, soit constant. Donc, il ne variera pas en cours du temps. Et donc, le vecteur vitesse n'aura pas de composante Vz, et le vecteur accélération n'aura pas de composante suivant Z aussi. Voilà. Bon, alors, si on a uniquement deux variables qui interviennent, donc si on a un mouvement plan, donc on va avoir x de t, y de t, z qui va être une constante, et pour trouver la trajectoire, l'équation de la trajectoire, quand on est dans le plan, il suffit d'avoir une relation entre y et x. On sait que la trajectoire en coordonnées cartésiennes, elle va s'écrire sous la forme y égale f de x. Donc, comment trouver une relation entre y et x? Il suffit d'éliminer le temps entre les deux. Par exemple, ici, j'ai x en fonction du temps, c'est-à-dire que j'ai une expression ici mathématique où j'ai le temps qui intervient. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici le temps, je vais tirer le temps, je vais écrire t égale quelque chose en fonction de x, et je vais remplacer dans l'expression de y, je vais remplacer le temps
Et là, j'aurai directement en fonction de x, et donc j'aurai l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Voilà, donc on fera des exercices sur ça. Hein. En général, par exemple, pour la chute d'un corps, hein, quand on lance un corps dans l'air, et le corps il va décrire un arc de parabole, eh bien, c'est en prenant comme accélération l'accélération de la pesanteur, et on peut déduire donc l'équation de la trajectoire. Voilà, on fera une application en télé. Voilà. Alors maintenant, bon, on voit que ce qui se passe, c'est que bon, c'est facile les coordonnées cartésiennes, on est habitué, mais quand on a 3 coordonnées, ça peut être un peu très lourd. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver une méthode de résoudre le problème plus facilement et étudier un mouvement plus rapidement, plus facilement si vous voulez. Alors pour cela, on va passer à ce qu'on va appeler les coordonnées curvilignes. Vous allez voir que quand on va travailler en coordonnées curvilignes, les choses peuvent se simplifier. Alors, on passe donc à la suite du chapitre, le point 2, et donc là, voilà, donc, attendez, pardon, voilà. Donc là, hein, ce paragraphe, c'est le paragraphe 2. Bon, le numéro, il se suit pas tellement, parce que ce cours-là, je l'avais déjà fait, mais donc les numéros des chapitres ne sont pas dans l'ordre. Alors, on veut étudier donc le mouvement en coordonnées curvilignes. Bon, j'essaie de déplacer un peu ça. Attendez, pardon. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Il y a une partie qui gêne ici. Je ne sais pas comment faire. Attendez. Voilà. Je vais déplacer ça comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas beaucoup les gens qui assistent. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Bon, j'y arrive pas. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Alors, on veut donc étudier un mouvement en coordonnées curvilignes. Alors, quand est-ce qu'on va choisir d'utiliser les coordonnées curvilignes? Alors, quand on a, par exemple, je prends l'exemple du mouvement d'une voiture sur une route, quand la route elle est toute droite, par exemple sur une autoroute, on peut utiliser facilement les coordonnées cartésiennes, par exemple là, comme ceci, on utilise les coordonnées cartésiennes, donc au X, au Y, et ça devrait marcher. Mais maintenant, si on a voilà, donc si on a une trajectoire qui est compliquée. Attendez, excusez-moi là. Donc si on a une trajectoire qui est compliquée, vous la voyez ici sur l'écran, par exemple une route de montagne, hein, vous avez, donc si vous avez une trajectoire comme ceci, une route là toute tortueuse, eh bien, si vous allez utiliser les coordonnées cartésiennes, c'est pas pratique, vous pourrez pas. D'accord? Voilà. Alors, de même ici, si j'ai une route comme ceci, hein, c'est assez aberrant comment utiliser les coordonnées cartésiennes ici. Ça va être très compliqué parce que la route, elle est sinueuse. Donc, elle est tortueuse et donc on est embêté. Ça va pas être simple, ça va être compliqué. Alors, comment on va faire? Eh bien, comment on va faire pour étudier le mouvement quand on a une route compliquée? Alors, dans le temps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On avait
suivi la route et on avait les bornes kilométriques qu'on regardait. Ça, c'était il y a longtemps. Mais maintenant, pour se positionner, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le GPS. Vous voyez la personne là qui est en panne, eh bien, elle a son téléphone portable et elle veut connaître sa position sur la route à partir du GPS. Voilà. Alors, comment on va faire pour se positionner sur la route? Alors, donc, on utilise les coordonnées curvilignes, eh bien, quand on connaît la trajectoire. Donc, la trajectoire doit être connue. Ensuite, donc voilà la trajectoire, on l'a représentée ici, elle est connue. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour décrire le mouvement sur la trajectoire? Eh bien, on va choisir un point, origine, par rapport au, qui est sur la trajectoire, et par rapport auquel on va se positionner. Voilà. Alors, on choisit aussi un sens de parcours de la trajectoire. Donc, voilà, ici, donc on a choisi, pardon, ce sens-là, voilà, de parcours sur la trajectoire. Et là, quand je vais être en un point donné, eh bien, je pourrais me positionner. Qu'est-ce que je fais? Si je suis là, eh bien, je dirais que je vais me donner ma position en fonction de la longueur qu'il faudra parcourir pour aller du point O à ma position. Donc voilà, eh bien, supposons que je sois là, voilà, le mobile est là, eh bien, on appellera S l'abscisse curviligne. C'est quoi? Eh bien, S, ça va être la longueur, le module de S, ce sera la longueur de l'arc OM. Donc, si vous voulez, pour la voiture, c'est la longueur qu'elle va parcourir ici pour aller de O à M. Le module de S, c'est la longueur de l'arc OM. Os, OM. Maintenant, je vais compter S algébriquement. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que, parce que je peux être de ce côté-là, de haut, ou bien de l'autre côté, hein, puisque S est algébrique. Donc, qu'est-ce que je fais? Si, pour aller de haut au point M, je me déplace dans le sens positif, là, comme ça, eh bien, S va être positive. Par contre, si pour aller, de O à M, je vais aller dans le sens négatif, opposé au sens positif. Dans ce cas-là, S va être négatif. Donc, S est une quantité algébrique. Son module, c'est la longueur à parcourir pour arriver au point M et au point O, pardon, et le signe de S, eh bien, il va dépendre dans quel sens je vais me déplacer pour aller au point O. Si je vais aller de O vers M dans le sens positif, donc je vais avoir S positif. Et si par contre, pour aller de O vers M, je dois me déplacer dans le sens opposé au sens positif, S va être négatif. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, revenons. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler l'équation OM? Pardon, vous m'entendez pas? Vous voyez l'image? L'écran, madame, l'écran. Ah, vous n'avez plus l'écran. Attendez, pardon. Voilà. Et comme ça, vous le voyez.
Est-ce que Non, vous voyez, madame. vous voyez l'écran? Non. Hein? Non, madame. Comme ça, vous le voyez? Non. Pas encore. Attendez, je vais repartager alors. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, attendez. Normalement, j'avais partagé. Hein. Ça vient juste de partir. Oui. Oui. Donc, je vais remettre partager ici. Voilà. Et ensuite, ça devrait être bon maintenant. Voilà. Donc, partager le navigateur. Partager ma fenêtre de réunion. Ah, voilà, c'est pas ça. Non, partager. Ah, voilà. C'est bon, madame. Ah, C'est là? bon. Oui, oui, déjà. Attendez, mais moi je l'ai pas ici. Hein. Attendez. Voilà. Et là, vous voyez? Oui, madame. Oui. Ah ben très bien. Donc, voilà. Donc, qu'appelle-t-on équation horaire de l'abscisse curviligne? Ben, c'est tout simple. l'écran تاع الميتينغ ماشي تاع الكور Moi, je suis في الكور, madame. L'écran تاعي ماهوش يمشي. ماهوش في الكور Moi, je suis belle le cours. ماهوش يبان له كور. S'il vous plaît, Oui. madame, je pense que vous devez partager l'écran parce que Voilà, j'ai mis partager. Voilà. Partager. Alors, ma fenêtre de partager le contenu multimédia, c'est ça. oui, c'est vrai. Donc, faut sortir de la page ici. Ah, je sors de la page. Oui, s'il vous plaît. Attendez, donc comment je vais faire? Là, vous ne voyez pas. Partager. Non. On voit rien. Bon, voilà. Alors, je sors complètement. Je mets partager ici. Voilà. Partager ma fenêtre de réunion, c'est ça. Voilà. C'est bon? C'est bon, vous êtes partagé. Faut afficher le PDF. Maintenant, Mazel, voilà. madame. Est-ce que vous voyez le cours? Est-ce que vous Non, voyez madame, Mazel. Non. Mazel, علاش؟ لازم تنحي هاد la page. Hein? Parce que l'écran, il est partagé, c'est bon. Hein? Il est partagé maintenant, oui. Et alors, هاد la page نحوها. هاد la page ما تشوفوهاش. il faut sortir on me demande de PDF Je sors d'ici. Vous rentrez dans le PDF. Et j'ai un PowerPoint ici. Voilà. D'accord. Ah, j'ai un PowerPoint. Attendez, pardon. Voilà. Partager, voilà. Partager. هايلك مايكروسوفت باور. Jet. كنت ما عرفتيش عليها مدام. C'est bon, donc achetez-toi. مازال. Mazel, madame. C'est quoi? Il fait le cours, non? عاودي هايلك مايكروسوفت باور. Voilà. Peut-être que ça va apparaître. Voilà. Vous voyez maintenant? C'est bon? Oui. C'est bon, madame. Merci beaucoup. Je suis désolée. Voilà. Voilà, parce que c'était un enregistrement PowerPoint. Donc, voilà. J'ai voulu faire une petite animation et puis là, bon. Bon, alors, je reprends. Donc, on appelle équation horaire de l'abscisse curviligne. C'est quoi? Eh bien, c'est S de T. Si on vous demande donner l'équation horaire du mouvement, ça veut dire qu'il faut donner S de T. Voilà. Alors, on peut, donc, la fonction S de T va nous renseigner comment se fasse le mouvement. Alors, on peut tracer le diagramme des espaces. Le diagramme des espaces, c'est quoi? C'est la courbe S en fonction du temps. Alors, vous allez voir que ici, il y a deux, je vais faire l'animation.
Voilà, attendez, pardon. Je commence par ça d'abord. Voilà. Alors, si on fait l'animation ici, regardez ce que va faire notre mobile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer, il va aller dans le sens positif, il va revenir en arrière. Eh bien, on va essayer de représenter ce mouvement avec donc le diagramme des espaces. Alors, c'est le diagramme des espaces. Donc, voilà. Et si je représente le diagramme des espaces, vous voyez qu'on est parti de ici. M0, c'est la position S0. Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, ici, S était négatif. S était négatif. Il a augmenté jusqu'au moment où il s'est annulé. C'est-à-dire que mon mobile, il est passé de là, il est arrivé là, S toujours négatif. Et quand on arrive au point O, S égale 0. Donc, on est arrivé au point O à l'instant T1. Ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, quand on est venu par là, S a augmenté. S a augmenté jusqu'à la position SM. Voilà. La position SM. Voilà. Et donc, on est arrivé à S maximum. Et qui est à la position ici, ou la position M maximum. Ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, S a diminué. S a diminué, ça veut dire que mon mobile est revenu. Il est revenu. S diminue, ça veut dire qu'on revient en sens inverse. On revient au sens inverse. Vous voyez que on repasse par O, S est égal 0, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que S va devenir négatif. Vous voyez que le diagramme des espaces ici nous renseigne comment s'effectuer le mouvement. D'accord? On est parti de M0, on est passé par 0, ensuite on est revenu, on est parti jusqu'à M maximum, et ensuite, M maximum, on a fait demi-tour, et on est revenu jusqu'à S0. Voilà. Donc, vous voyez comment on interprète donc le mouvement de M sur la trajectoire. Alors maintenant, si je veux connaître la vitesse curviligne, qu'est-ce qui s'est passé en l'image. Ah oui. Donc là, donc là, je mets partager. Voilà. Et je vais au PowerPoint. Voilà. Donc, maintenant, comment on va déterminer la vitesse curviligne? La vitesse curviligne moyenne. Eh bien, si à l'instant T, je me trouve au point M, à l'instant T', je me trouve en M', eh bien, la vitesse moyenne, ça va être la longueur parcourue divisée par delta T. Donc, la vitesse moyenne, c'est delta S, la longueur de l'arc, divisé par delta T. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que delta S est algébrique. C'est-à-dire que si, pour aller de M à M', S augmente, delta S est positif, ça veut dire que ma vitesse moyenne, elle va de M dans le sens positif, de M vers M'. Par contre, si j'ai delta S négatif, c'est-à-dire que l'arc OM, il est dans le sens inverse, quand je le parcours en sens inverse, dans ce cas-là, la vitesse moyenne va être négative. Oui. Donc, la vitesse moyenne est une quantité algébrique. OK? Quand elle est positive, cela veut dire que je me déplace dans le sens positif. Quand elle est négative, ça veut dire que je me déplace dans le sens négatif. Maintenant, si on prend un intervalle de temps très très petit, au lieu de prendre delta t, je prends un intervalle de temps élémentaire, c'est-à-dire un delta t qui tend vers 0, qu'on appelle un intervalle de temps élémentaire, dt, eh bien l'arc MM', qu'est-ce qu'il va faire? On l'a déjà vu la dernière fois. Eh bien, il devient
son dt tend vers 0, eh bien, ici, le point M' se rapproche de M, et les deux points, qu'est-ce qu'ils font? L'arc MM' devient confondu avec la tangente à la trajectoire. On l'a vu la dernière fois, hein? D'accord, que le vecteur de déplacement, il tend à se confondre avec la trajectoire. Ici, c'est la même chose. Donc, la vitesse instantanée, c'est la limite de delta S sur dt quand delta t tend vers 0. Ça veut dire qu'on l'écrit sous la forme ds sur dt, d'accord? Et la direction du vecteur vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Ça aussi, on l'a vu la dernière fois. Dans le cas général, on a montré que le vecteur vitesse instantané est toujours, à chaque instant, tangent à la trajectoire. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de passer à la vitesse donc curviligne instantanée. Voilà. Donc, le module de V, c'est quoi? Le module de V, c'est ds sur dt. C'est quelque chose qui, en valeur absolue, qui va être positif. Maintenant, cette vitesse, elle est algébrique. Le signe de V va indiquer le sens du mouvement. Si le mobile se déplace dans le sens positif, V est positif. Si le mobile se déplace dans le sens négatif, V est négatif. Donc, la vitesse instantanée est une quantité algébrique. Son module, il me dit à quelle allure je me déplace. C'est la distance parcourue par unité de temps. Par exemple, je peux la voir quand je suis en voiture avec la vitesse qui est indiquée sur le tableau de bord. Par contre, le signe de la vitesse, il dépend de l'orientation positive que j'ai prise. Donc, si je me déplace dans le sens positif, V est positif. Si je me déplace dans le sens négatif, V est négatif. Voilà. Alors maintenant, comment obtenir la vitesse à partir de l'équation horaire? Eh bien, on a vu que V, c'est ds sur dt. Si la fonction s de t est connue, on peut déduire la vitesse. Comment? Eh bien, ds sur dt, c'est quoi? Eh bien, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Je dérive, je vais avoir la vitesse. Maintenant, graphiquement, comment je vais faire? Je sais que graphiquement, la dérivée d'une fonction, c'est la pente de la tangente. Donc, en évaluant, je peux déterminer la vitesse en évaluant la pente de la tangente à la courbe s de t. Parce que ici, V, c'est la dérivée de s par rapport au temps. Donc, si je représente la courbe s de t, eh bien, je peux déterminer la pente de la tangente, le mail, et cette pente va me donner la vitesse V. Et ça va être aussi une pente qui va être algébrique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un signe. Donc, si ds sur dt est positif, c'est-à-dire que la courbe est une croissante, ça veut dire que je me déplace dans le sens positif. Si s de t est une courbe décroissante, la pente va être négative et cela veut dire que la vitesse se fait en sens inverse du sens positif. Donc, on peut, à partir de ce diagramme, voir comment varie la vitesse en module et pardon, dans le sens. Oui. Le delta, le ds, comment on puisse trouver algébriquement? Pardon? Comment on puisse trouver le ds algébriquement? Genre Algébriquement, donc, quand vous dérivez, si vous avez s de t égale moins 1,5 de t2, eh bien, vous dérivez ds sur dt, eh bien, ça, vous allez trouver le signe moins, et ça va être négatif. D'accord. Vous avez la fonction s de t, c'est une fonction mathématique, hein? D'accord? Donc, vous allez voir le signe, hein? C'est tout, hein? C'est une fonction mathématique. Maintenant, hein? Voilà, cette fonction mathématique, des fois, vous l'avez pas. Des fois, vous avez le graphe. Par exemple, en TP, vous allez tracer le graphe S de T. D'accord? Mais ça fait rien. Vous allez déterminer la pente de la tangente
La pente de la tangente, elle peut être, si la courbe est croissante, c'est-à-dire que S augmente en fonction du temps, eh bien la pente va être positive. Vous allez trouver une vitesse positive. Si par contre la courbe S de t est décroissante, elle descend vers le bas, ça veut dire que vous allez trouver une pente négative, ça veut dire que V est négatif. V est négatif, ça veut dire que vous déplacez en sens inverse du sens positif. D'accord? Oui? Donc, on va faire des exemples. On va faire des TT, on va faire des exemples. Voilà. Et donc, maintenant, on va essayer de passer. Donc, pour la vitesse, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps et c'est une quantité algébrique. Et on a vu que la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire. Alors maintenant, on va essayer de passer à l'accélération curviligne. On a vu que pour décrire un mouvement, il faut connaître la position, la vitesse et l'accélération. Alors maintenant, on va essayer de déterminer comment on va faire pour avoir l'accélération curviligne. Alors, si la vitesse n'est pas constante, l'accélération est différente de 0. Ça, c'est pas de problème. C'est 1. Vous dérivez, vous trouvez quelque chose qui est différent de 0. Maintenant, donc, on peut définir l'accélération curviligne en mettant la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça veut dire que l'accélération curviligne, c'est dv sur dt. Et comme v, c'est ds sur dt, donc l'accélération curviligne, c'est la dérivée seconde de s par rapport au temps. Alors, comment, graphiquement, l'accélération curviligne, on va la voir? Eh bien, ça va être la pente de la tangente à la courbe v de t. Vous voyez, vous divisez v par rapport au temps. Donc, pour avoir l'accélération curviligne, ce sera la pente de la tangente à la courbe v de t. Ça devrait maintenant être automatiquement pour vous. Si vous avez une quantité, une dérivée, la dérivée, c'est la pente de la tangente au graphe. Donc ici, c'est v de t, parce qu'on dérive par rapport au temps. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir cette accélération curviligne, est-ce qu'elle ne pose pas de problème? Alors on va d'abord commencer par le cas du mouvement rectiligne. Alors si j'ai un mouvement rectiligne, ça veut dire que la trajectoire est une droite. Vous avez des problèmes? Hein? Donc, il y a la trajectoire est une droite, voilà. Donc, le point O, ici, c'est l'origine. Et on a orienté la trajectoire dans ce sens-là, on a le sens positif. Alors, dans ce cas-là, vous voyez que l'abscisse curviligne, S, c'est carrément X, pardon. Donc, et l'accélération, donc, OM, c'est S, c'est X. La vitesse, ce sera dx sur dt. Et l'accélération curviligne, ce sera d2x sur dt2. Donc, l'accélération curviligne, pour le mouvement rectiligne, c'est l'accélération tout court qu'on a vu dans le cas où on a étudié le mouvement rectiligne. Maintenant, prenons un deuxième cas. C'est le cas où on a un mouvement circulaire uniforme. Alors, si on a un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Quand on dit qu'on a un mouvement uniforme, cela veut dire que la vitesse est constante. Alors, dans ce cas-là, si je calcule l'accélération curviligne, dv sur dt, puisque le v est constant, je vais trouver 0. Or, je sais, ça depuis que j'étais au lycée, que l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération c'est v2 sur r. Donc, je sais que l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, elle n'est pas nulle, même si la vitesse est constante. Donc, l'accélération, elle va être différente de l'accélération curviligne. Donc, l'accélération curviligne, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Puisque je trouve une accélération curviligne égale à 0, alors que l'accélération, la vraie accélération, c'est V2 sur R. Vous le savez, ça, que l'accélération pour un mouvement circulaire uniforme, c'est V2 sur R? Vous le savez? Pas de réponse. Non, Oui. non.
Hein? Vous n'avez pas vu au lycée le mouvement Si, circulaire uniforme. Oui, madame, oui. Non, madame, non, je la Le comprends mouvement pas. circulaire uniforme, c'est V2 sur R. L'accélération, c'est V2 sur R. Et donc, si V est différent de 0, automatiquement, l'accélération n'est pas nulle, même si la vitesse est constante. Donc, on a un problème, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Cette accélération curviligne, c'est pas tout à fait l'accélération proprement dite comme on la voit. Alors, on va essayer de voir maintenant comment on va résoudre ce problème-là et comment retrouver la bonne accélération, c'est-à-dire V2 sur R. Alors, pour cela, on va d'abord définir quelque chose qui va nous servir énormément, c'est ce qu'on appelle le plan osculateur. Alors, c'est quoi le plan osculateur? Alors, le plan osculateur, eh bien, je suppose que j'ai une trajectoire, c'est toujours la même, celle que j'avais tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est que pendant un intervalle de temps très court, ici, je peux assimiler ma trajectoire à un arc de cercle. Vous voyez ici, une partie de la trajectoire, eh bien, elle est complètement confondue avec un arc de cercle. Eh bien, quand je vais me déplacer ici, je n'aurai pas le même cercle, j'aurai un autre cercle. Mais à chaque fois, quand je vais me déplacer, eh bien, j'aurai ma trajectoire qui est une succession d'arcs de cercle. Des cercles de différents rayons, bien sûr, qui vont avoir des positions différentes. Donc, finalement, si j'appelle DS l'arc MM', eh bien, l'arc MM', je peux, aux premières approximations, si je suppose que l'intervalle de temps est suffisamment petit, eh bien, l'arc MM', ça va être un arc de cercle. Et le plan qui contient, parce que quand j'ai un cercle, c'est plat. Eh bien, le plan qui contient le cercle, on l'appelle le plan osculateur. Voilà. Ça, c'est une définition. Bon, ça doit pas vous faire peur, hein, c'est rien du tout. C'est-à-dire que notre trajectoire ici, c'est une succession d'arcs de cercle. J'ai des arcs de cercle ici, partout, qui vont se suivre ici. Voilà. Et le plan osculateur, c'est le plan de la trajectoire, si vous voulez. C'est le plan du cercle. Voilà. Ça, j'ai défini ceci. Maintenant, je vais définir autre chose qui est importante. C'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Alors, comment on détermine? Parce que ici, j'ai une courbe, la trajectoire n'est pas rectiligne, c'est une courbe. Eh bien, comment je vais déterminer le rayon de courbure de la trajectoire? Alors, comment je vais faire? Eh bien, il faut d'abord savoir comment je détermine le rayon d'un cercle. Puisqu'on a dit que ici, j'ai un arc de cercle. Eh bien, comment je détermine, dans le cas du mouvement circulaire, comment je détermine le rayon du cercle? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me place en un point donné, je trace la tangente, même S, au point M, et à partir de la tangente, je trace la perpendiculaire. Voilà. La perpendiculaire à la tangente, ça va être la direction du rayon. Si je suis au point M', eh bien, même chose, je trace la tangente au cercle au point M', et ensuite, la perpendiculaire à la tangente. La perpendiculaire à la tangente va me donner aussi un rayon. Donc, les deux perpendiculaires aux tangentes, elles vont se couper au point O. Ça, c'est pour les instants T et T', c'est-à-dire M et M'. Eh bien, si je suis ailleurs, pas dans cette région-là du cercle, si je suis ici, j'ai les points M seconde et M tierce, eh bien, même chose, je vais prendre la tangente au cercle et je vais abaisser la perpendiculaire à la tangente. Ici aussi, je prends la tangente au cercle et la perpendiculaire. Eh bien, vous voyez que quand j'ai un cercle, toutes les perpendiculaires ici, eh bien, elles vont se couper, elles vont se rencontrer tous au point O.
et O s'appelle le centre du cercle. Donc voilà comment on détermine le centre du cercle et comment, donc on a la distance OM, c'est aussi la distance OM', c'est aussi la distance M seconde et M tierce. Voilà. Et donc ça, c'est le rayon du cercle. Donc voilà comment on détermine le rayon du cercle. C'est en prenant la perpendiculaire à chaque fois à la tangente et on trouve le rayon. Maintenant, ce qui se passe, si la trajectoire n'est pas tout à fait circulaire, si c'est une courbe quelconque, on a dit pour un intervalle de temps petit, une distance petite, on peut assimiler l'arc de cercle, on peut l'assimiler ici, l'arc MM', on peut l'assimiler à un arc de cercle. Ça veut dire que je peux tracer la perpendiculaire à la courbe ici, la tangente. Ici, en M, je trace la perpendiculaire en M' à la tangente, si vous voulez, et donc les deux vont se couper. Donc voilà comment je vais obtenir le rayon de courbure. Vous voyez, j'ai pris la tangente en M ici, la perpendiculaire, je prends la tangente en M', la perpendiculaire, les deux perpendiculaires ici, elles vont se couper au point I, et le rayon de courbure est égal à la distance IM, est égal à la distance IM'. I s'appelle le centre de courbure. Oui. Ici, ce qu'on cherche, c'est une distance. Ah, on cherche le rayon de courbure. Quand on a... C'est la distance entre les deux points. Voilà, c'est IM. Le rayon de courbure, d'accord. C'est la distance IM. I, c'est le centre du cercle de courbure, là où se coupent les deux perpendiculaires. Et normalement, si on a ici un bon arc, eh bien IM et IM' vont être égales au bout entre eux, et ce qu'on appelle le rayon de courbure. Maintenant, si on trace une droite perpendiculaire à la tangente pour avoir I. Pour avoir le point I, voilà. D'accord, très bien. Non, quand on va se déplacer ici, quand je vais être ici, le point I, il va pas être le même. Quand j'ai un cercle, d'accord, j'ai un seul cercle. Mais ici, comme j'ai une courbe, si je vais placer ici, je vais tracer les perpendiculaires, je vais avoir notre point I'. Et à chaque fois quand je vais me déplacer, eh bien, le centre de courbure I va changer. Madame, c'est quoi le but de faire ça? Madame, c'est quoi le but de faire ça? C'est beaucoup trop long pour avoir la distance de la courbe là. Pardon? C'est trop long. C'est pas trop long pour avoir la longueur de la courbe. Non, on cherche l'accélération. On cherche pas la longueur de la courbe. L'accélération, à chaque moment. S, la petite curvature, d'accord? On a vu la vitesse, comment on fait. C'est ce quand on est sur une route, on regarde la vitesse sur le cadran de l'écran, d'accord, le tableau de bord. Maintenant, l'accélération, comment je vais la trouver? On va voir dans la suite en mécanique que l'accélération, c'est quelque chose de très important, d'accord? Et donc, il faut savoir mesurer l'accélération et qu'est-ce qu'elle représente. D'accord, on a vu que même quand on a une vitesse constante, eh bien, l'accélération, il y a une accélération. Donc, il faut savoir comment on va les déterminer. Donc, on a vu ici comment déterminer le rayon de courbure. Voilà. Donc, c'est la distance IM, IM'. I, c'est le centre de courbure. Alors, finalement, est-ce que les TD de chimie démarre aujourd'hui pour vous? Alors, je crois qu'il devait démarrer il y a déjà 45 minutes. Ah? Il devait démarrer à 45 minutes. C'est trop tard, on va dire. Non, ils ne peuvent pas démarrer à 45 minutes parce qu'on nous a donné l'emploi du temps. Le cours, il y a بعثتلنا mail قالت 11h15. Non. Elle n'avait pas l'emploi du temps. Madame, ils ne suivent pas l'emploi du temps, en fait.
تعرفش لا سربيت لها ريبونديت لها C'est un emploi du temps qui a été fixé par l'administration. On n'y peut rien. Hein. Anna, j'aurais bien aimé faire des cours de 1h30. J'aurais bien aimé vous faire 2 TD pour chaque groupe. Mais là, Non, en plus, elle n'a pas envoyé à tout le monde. Juste à quelques-uns. d'accord. De toute manière, nous, les groupes 1 et 2, donc, ils ont TD après, attendez. Là, c'est la deuxième séance. Les groupes 3 et 4, et ils vont démarrer maintenant à midi. Hein? Oui. Midi. D'accord. Donc, je vous garde donc pour 2 minutes. Voilà. Alors, maintenant, donc là, donc, on regarde le rayon de courbure. Donc, pour le cercle, on a vu comment on le détermine. C'est le rayon du cercle. Maintenant, si on a une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire la trajectoire est une droite. Vous voyez que la tangente, elle se confond avec la trajectoire. Et quand je vais prendre la perpendiculaire, eh bien, les deux perpendiculaires, elles vont pas se couper. Ça veut dire que il n'y a pas le point I est rejeté à l'infini. Ça veut dire que le rayon de courbure, il est infini. Donc, pour une trajectoire... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération ou là, si, on a quand même? Hein? Eh bien, on va expliquer ça. Hein? On va expliquer ça tout de suite. Alors, on a donc pour le mouvement rectiligne, le rayon de courbure est infini. Voilà. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle la base de ces réfrénés. C'est quoi la base de ces réfrénés? C'est une base ça contient 2 vecteurs unitaires pour le mouvement plan. Hein. Donc, elle est composée de 2 vecteurs unitaires. Le vecteur unitaire UT, c'est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Et le vecteur unitaire UN, c'est un vecteur unitaire normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la trajectoire. Alors, j'ai représenté ici. Donc, je vais mettre la droite plus grand, voilà. Donc, ici, vous allez avoir UT, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire le module vaut 1, qui est tangent à la trajectoire, même c'est la trajectoire, où le vecteur UN, il est perpendiculaire à UT, et son module vaut 1. Voilà. Donc, la base de ces réfrénés, c'est UT, vecteur unitaire tangent à la trajectoire, et UN, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à la trajectoire. Voilà. Eh bien, on va essayer d'exprimer maintenant l'accélération en fonction de ces 2 vecteurs. Alors, je regarde d'abord la vitesse. On a vu que la vitesse, elle est tangente à la trajectoire, tout le temps. Eh bien, dans ce cas-là, je peux écrire que la vitesse V, c'est quelque chose de algébrique fois le vecteur UT, puisque UT et V sont parallèles entre eux. Si la ds sur dt est positif, cela veut dire que le mouvement se fait dans le sens positif, mais toujours V porté par le vecteur UT. Si le mouvement se fait dans le sens négatif, comme on l'a vu, eh bien, V algébrique est négatif. Mais le vecteur V est toujours tangent à la trajectoire. Donc, on l'écrit toujours V égale une quantité algébrique, c'est ds sur dt fois ut. Alors maintenant, comment on va passer à l'accélération aux coordonnées curvilignes? Alors pour cela, on a vu que l'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on a le vecteur vitesse qui s'écrit sous la forme V, une quantité algébrique, fois ut. Donc, quand je vais dériver le vecteur vitesse, je vais être obligé de dériver le vecteur ut. C'est-à-dire que je vais chercher la différentielle du vecteur ut. Alors, pour cela, je suppose que j'ai un repère cartésien, voilà, OX, OY, avec les vecteurs unitaires I et J. Et supposons que j'ai un vecteur U
qui est unitaire. Donc, je cherche la différentielle, la différentielle de U. C'est-à-dire, je cherche DU. Que va-t-il se passer? J'ai ici le vecteur U qui fait un angle θ avec l'axe des X. Alors, je vais écrire que le vecteur U, c'est UX I, vecteur I, plus UYJ. Donc, finalement, UX, c'est quoi? Puisque j'ai un angle θ ici, UX, c'est module de U cosinus θ. Donc, module de I, c'est 1. Donc, UX, c'est cosinus θ fois I, plus UY, c'est la projection de U sur l'axe des Y. Et ici, ça va être un sinus. Donc, je peux écrire le vecteur unitaire U, ses composantes en coordonnées cartésiennes, puisque c'est un vecteur unitaire, ce module est égal à 1, c'est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. I et J sont des vecteurs constants. Donc, si je cherche maintenant le vecteur U, peut tourner. Vous voyez que quand j'ai une trajectoire curviligne, le vecteur UT, par exemple, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc, si la trajectoire est une courbe, le vecteur UT va changer. Il ne va pas rester toujours le même si son module reste le même. Donc, je cherche la différentielle de U, c'est-à-dire je vais dériver U. Alors, U par rapport à θ, supposons que l'angle θ ici va varier puisque U change. Eh bien, je vais avoir, je dérive ça par rapport à θ. Donc, DU, c'est la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ dθ. I plus I est un constant, plus la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ dθ fois J. Voilà, donc voilà le vecteur DU. Ok? Je pense que je vais m'arrêter là parce que, on va démarrer dans quelques temps. Je vous laisse souffler un peu pour qu'on reprenne juste à 12h30. Donc moins de 25 minutes, on reprend. Et, Non, madame. oui, on continuera ça. Donc, ce sera